Donc, je vais appeler sur scène pour justement parler un petit peu du présent, de faire le constat concret des enjeux de la transformation, quelle est réellement la dynamique sur le territoire francilien. Donc, je vais appeler sur scène Emmanuel Trudard, qui est de l'Institut Paris-Vision, François Noir de la Pure et André Boucher, qui est ancien président du directeur du CDC Habitat. Installez-vous, vous voulez peut-être Merci beaucoup. Alors, hop, donc j'avance rapidement parce que on a un temps limité. Donc, pour vous présenter un peu très rapidement les quelques travaux qu'a fait l'Institut Paris Région pour lequel je travaille sur le sujet. Donc, il y a déjà eu une note rapide en novembre 2022, donc qui avait posé un peu les premières briques de la connaissance, on va dire, du secteur en Île-de-France, pour l'ensemble de l'Île-de-France. Et on a en préparation un carnet pratique sur le sujet également pour 2025, avec les premières données complémentaires que je vais vous proposer aujourd'hui, qui sont issues du travail en cours sur ce carnet pratique. Alors la base de données utilisée pour toutes les graphiques que je vais vous présenter ensuite, c'est la base Citadel, donc sur les permis de construire. Et on applique, nous, systématiquement un filtre, c'est-à-dire on ne prend que les opérations avec au moins 5 logements issus d'une transformation de locaux d'activité, donc pour conserver uniquement les opérations les plus importantes. Et on exclut aussi les permis déposés par des particuliers. Alors, bon, vraiment très très rapidement, on développera par ailleurs, j'imagine. Il faut rappeler que c'est une production qui répond à des enjeux importants, c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il y a la réponse aux objectifs ZAN, zéro artificialisation nette, mais surtout au ZEN, au zéro émission nette de carbone. Il y a aussi l'enjeu de produire plus de logements, puisqu'il y a toujours cet objectif de produire 70 000 logements par an qui est porté par le SDRIF ou le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Donc il faudrait que la reconversion de locaux d'activité prenne sa part dans cette production pour essayer d'atteindre ces objectifs, même si c'est difficile. Bien entendu, il y a aussi en parallèle une crise du marché de bureaux assez aiguë dans le contexte post-crise sanitaire, avec le développement du télétravail, le flex-office, la suroffre actuelle et la vacance, mais d'autres personnes vont en parler après moi, des enjeux patrimoniaux, etc. etc. Alors, qu'en est-il actuellement, d'une façon rétrospective, sur la production, on va dire, l'ampleur du marché en Île-de-France? Donc, premier constat qu'on peut faire, c'est que le marché n'a pas encore décollé. Le décollage n'a pas encore eu lieu, puisque sur la dernière décennie, alors les données s'arrêtent pour l'instant en 2023, parce que les données 2024 ne sont pas encore consolidées. Donc on a eu 1914 logements autorisés en moyenne par an sur la période. Alors il faut rappeler, par exemple, si on le ramène sur l'objectif de 70 000 logements par an, on reste quand même pour l'instant encore sur une activité qui reste de niche par rapport à l'ensemble de la production en Île-de-France. Et on constate surtout qu'en 2023, il y a eu, le secteur a souffert comme le reste du secteur immobilier. Et donc à voir si dans les années prochaines, il y aura le fameux décollage tant attendu du secteur, avec, il faut dire, un contexte qui est particulièrement favorable là, avec la suroffre de bureaux. Mais on reviendra sur le sujet. D'autres éléments donc, pour un peu brosser le portrait du secteur. Il faut aussi préciser que c'est un secteur qui produit beaucoup aussi en résidence, pas seulement en logement ordinaire, puisqu'on a 38% des logements issus de ces transformations qui ont été produits en résidence, et 52% des opérations débouchent sur des usages mixtes, avec un mélange de logements et d'activités économiques, donc qui se détache un peu de l'image parfois qu'on a de transformation de locaux qui donnerait du 100% logement. Non, ça veut dire la plupart du temps on a des opérations mixtes, même si, comme je le rappelle ici, dans 3/4 des cas, l'usage résidentiel va demeurer quand même largement dominant. C'est-à-dire on va avoir surtout du résidentiel avec souvent des commerces en rez-de-chaussée. Ça va être un peu le modèle dominant, mais on a quand même des opérations mixtes la plupart du temps.
Pour ce qui est de la localisation de ces opérations, le fait marquant, on va dire, dans ces toutes dernières années, c'est que avant Paris était très largement dominant, c'est-à-dire sur la période 2013-2021, donc qui était la période qu'on avait pris dans notre note rapide, Paris représentait plus de 30% des logements autorisés et les Hauts-de-Seine seulement un peu plus de 10%. Donc on voit que sur ces toutes dernières années, la répartition territoriale est en train de se transformer un tout petit peu, puisque Paris retombe à 22% des opérations sur les dernières périodes, donc Paris qui régresse un peu, et surtout un décollage des Hauts-de-Seine qui dépasse les 20% avec une production qui devient quasiment égale à celle de Paris, notamment portée par la transformation de bureaux. Alors, un point quand même important à préciser, et c'est vrai que bon, ici je pense qu'on a surtout, on est avec un parterre de spécialistes, donc ça semble évident, mais il faut quand même le rappeler, c'est que on parle souvent de transformation de bureaux en logement, mais nous on parle bien de transformation de locaux d'activité en logement, parce que tous les professionnels vous diront qu'on ne transforme pas que du bureau. Et même pendant longtemps, les locaux d'activité ont représenté une part importante, quasiment la moitié de la production en Île-de-France. Même si on voit donc sur ce graphique que la part du bureau a eu tendance à augmenter dans la production du secteur depuis la crise sanitaire, donc ce qui semble relativement logique. Et aujourd'hui, on est plus en 2023. Donc le bureau ici, c'est la barre bleue, et le reste, c'est-à-dire tous les autres types de locaux d'activité, c'est la barre orange. Aujourd'hui, on est plus une distribution 1 tiers pour l'ensemble, les autres locaux d'activité et 2 tiers pour le bureau dans les opérations, dans le nombre de logements produits à partir de transformation. Et donc pour vous donner quelques autres chiffres, sur la période 2019-2023, donc le bureau c'est 62% des logements produits, mais derrière on va trouver tout type de locaux autres, comme les locaux publics pour 15%, les locaux hôteliers 8,8%, les locaux commerciaux, mais il y a aussi des locaux industriels, des parkings dans Paris notamment. Voilà, tout type de locaux peuvent faire l'objet d'une transformation, donc il ne faut pas s'arrêter seulement au sujet du bureau. Alors, autre élément sur lequel il faut insister, c'est que souvent on a l'image, en tout cas le grand public a l'image d'opérations qui sont surtout portées par le privé. Il faut voir qu'historiquement, les bailleurs sociaux ont tout à fait eu leur rôle à jouer dans cette transformation, notamment dans Paris. Donc je laisserai peut-être François développer sur le sujet. Mais actuellement, donc voilà, les bailleurs sociaux et autres acteurs publics représentent un quart des logements produits en la matière. Donc ils ont souvent un rôle moteur. Même souvent, ils ont été initiateurs, c'est-à-dire ils ont été en avance sur le sujet, même si aujourd'hui, la part du privé tend à augmenter un peu par rapport à celle du public, et notamment dans Paris, où la part des bailleurs sociaux tend un peu à reculer. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Alors, nous, on a étudié aussi le fichier Citadel, comme à l'IPR, sur la période 2013-2022, mais sur un territoire plus restreint, puisque c'est celui de Paris et un petit peu de la métropole du Grand Paris. Alors, qu'est-ce que dit ce fichier sur cette période ? Eh bien, il y a environ 550 000 m² qui ont été transformés, qui sont à la fois, comme le disait Emmanuel, donc en rouge et en bleu des immeubles de bureaux ou des immeubles qui comportent une part importante de bureaux, et puis en blanc des locaux d'activité qui peuvent être, comme vous le disiez, des garages, par exemple, des anciens garages, mais aussi des parties d'hôpitaux, comme l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Alors, ça représente sur la période à peu près 9500 logements qui ont été transformés, qui viennent de la transformation de bureaux ou de locaux d'activité. Alors, malgré, et comme tu l'as dit Emmanuel, un environnement assez propice, c'est-à-dire une forte vacance des locaux de bureaux, un mode de travail finalement qui s'est transformé pas mal ces dernières années avec le télétravail notamment, le flex office, et puis il y a une très très forte demande de logement. Et bien ce mouvement peine quand même à s'intensifier, puisque globalement, et là tu vas un petit peu plus loin, mais on a vu que c'était à peu près les mêmes statistiques, on est entre 900 et 1000 logements créés par an, par changement de destination, à Paris. Alors, c'est un mouvement qui s'appuie, et tu l'as dit aussi, beaucoup sur l'engagement du secteur public et aussi des communes. La ville de Paris a été très, très volontariste, et toujours très volontariste sur
sur ce sujet. Elle l'a même inscrit dans son PLUB, dans une certaine manière. Et puis les bailleurs sociaux aussi ont fait pas mal de transformations. Ça représente, c'est surtout des grosses opérations en fait, puisque c'est des opérations, pour les opérations de 1000 m², ça représente plus de 40% des transformations qui sont faites par les bailleurs sociaux. Alors, tu ne prenais pas les opérations de moins de 5 logements créés. Nous les prenons, et donc on se rend compte que malgré tout, et c'est en orange sur les bâtons, en vert c'était les logements créés par les bailleurs sociaux, eh bien c'est des petites opérations, sont des opérations principalement de particuliers ou de petites SCI de particuliers. C'est des cabinets médicaux, ce sont des cabinets d'avocats qui se transforment. Et là, ça représente en nombre de permis un nombre assez important, puisque c'est 804 permis sur 972 au total. Alors à Paris, ce qui se transforme beaucoup, eh bien, c'est le bâti haussmannien, notamment, qui apparaît en gros en vert sur la carte et sur les camemberts. Donc le bâti haussmannien, en fait, s'était transformé déjà entre les deux guerres, et c'était un bâti de logement qui s'est transformé en bureau entre les deux guerres et après-guerre, et puis qui se retransforme maintenant en logement, parce que ça permet, ce type de bâti, qui est souvent des petits immeubles de moins de 1000 m², eh bien, montre une réelle plasticité pour passer facilement du logement au bureau, puis du bureau au logement. Alors on assiste, autrefois ce n'était pas le cas, mais on assiste de plus en plus à des grandes opérations sur des immeubles maintenant, des immeubles de bureaux, des locaux d'activité plus modernes, donc d'après-guerre, et qui sont donc portés, comme on l'a vu, surtout par des bailleurs sociaux ou des grandes foncières ou des grands propriétaires privés. Alors malgré tout, la transformation de bureaux ou de locaux d'activité à Paris, dans la métropole, reste relativement modeste, parce que sur les 10 dernières années, sur les 12 dernières années, ça a représenté seulement 1,5 du parc de bureaux. Alors que le parc de bureaux, lui, s'est beaucoup accru pendant cette période, et même avant, puisqu'en 50 ans, par exemple, sur la métropole du Grand Paris, il a doublé. Il est passé de 20 millions de mètres carrés à 42,5 millions de mètres carrés. Alors, l'analyse de ces transformations montre quand même que c'est dans les arrondissements finalement où le prix des bureaux, les loyers de bureaux sont les moins élevés que s'opère le plus de transformations, c'est-à-dire dans le 14e par exemple, dans le 18e ou dans le 20e arrondissement, ou alors là où le prix d'achat des logements est très important, et c'est plutôt dans le Marais, dans le 3e, le 4e arrondissement. Et puis, une tendance aussi qui existe, c'est finalement cette transformation de bureaux ou de locaux d'activité se fait beaucoup aussi en hôtels. Il y a 525 000 m² qui se sont transformés venant de locaux d'activité ou de bureaux en hôtels entre 2013 et 2024. Et il y en a 2/3 qui viennent du bureau, c'est ce qu'on voit sur la carte. Tout ce qui est en orange, ce sont des bureaux qui se sont transformés en hôtels d'activité. Ça représente un peu plus de la moitié de la création d'hôtels dans Paris. Voilà. Merci François. Je pense aussi qu'il faut passer sur les slide pour qu'on puisse introduire André. En plus, vous avez laissé le temps par rapport à la question du logement et de la manière justement pour faire des propositions pour faciliter l'émergence d'une industrie de transformation énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire Écoutez, en quelques minutes, je vais essayer de vous en brosser une synthèse très rapide. La commande, d'ailleurs, ne venait pas fondamentalement du ministère du Logement, elle venait pour une bonne partie des services de Bercy et par ailleurs de la présidence de la République qui voulait avoir une vision d'ensemble macroéconomique du sujet. Bon. Alors, la première question à laquelle on doit répondre, c'est quelle est la nature, finalement, de la crise
de l'immobilier, de l'économie immobilière. De ce point de vue, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que c'est une crise globale, puisque en réalité, vous l'avez dit, la production de logements est insuffisante. En gros, elle a été réduite de moitié, un peu moins de moitié, sur la durée de 4-5 ans, par rapport à ce qu'était un étiage maximum atteint, qui était de l'ordre de 430 000 logements par an, qui était défini par les capacités de production, de l'outil de production, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on est sans doute un peu au-dessus de 250 000 et encore. Bon. Mais c'est aussi, et vous l'avez dit, une crise de surproduction et de suroffre de bureaux qui aujourd'hui, rien qu'en Ile-de-France, dépasse 5 millions de mètres carrés. Et les experts du sujet, je pense les grandes études notariales, pronostiquent quelque chose entre 8 et 10 millions de mètres carrés vacants à un horizon de 4-5 ans. Voilà, parce que le mouvement, on va y revenir dans un instant, est quand même très engagé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les centres commerciaux. Alors évidemment, on ne touche pas forcément prioritairement l'Île-de-France, là pour le coup. Mais enfin, sur 1200 grandes surfaces commerciales, on estime qu'au minimum, l'ordre de 250 à 300 devront être non pas fermés, mais reconfigurés. C'est-à-dire qu'il faudra trouver un usage pour des actifs qui sont aujourd'hui sous-utilisés ou sur des surfaces qui sont déjà artificialisées et disponibles. Bon. S'ajoute à ça, par exemple, et quand on travaille avec les établissements publics et régionaux, c'est un point qu'ils soulignent fréquemment, la transformation de zones d'activité commerciales, de zones d'activité artisanales, qui sont également frappées d'obsolescence, en particulier parce que certains leviers fondamentaux de rendement de ces zones d'activité sont considérablement affaiblis. Par exemple, la sous-traitance automobile. Par exemple aussi la distribution de mobilier pas trop cher, du type Ikea et autres, qui se fait quand même davantage maintenant, ou en tout cas beaucoup plus qu'avant, sous une forme numérique, plutôt qu'à travers des espaces d'exposition. Bref, ajoutons que l'État a décidé de désaffecter de l'ordre de 20 à 25% de ses surfaces tertiaires. Et ça représente, et là pour le coup ce sont surtout les capitales régionales qui sont impactées, ça représente là aussi 5 millions de mètres carrés. Voilà. Ça va se faire sur une longue durée, voilà. Mais en réalité, on voit que ce qui va être fortement touché, impacté, ce sont les grandes cités administratives. Il y en a déjà à Lille, il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse qui sont sur le marché et qu'il faut transformer. Bref, on est sur une crise globale. Et deuxièmement, on est sur une crise structurelle. Pourquoi ? Parce qu'au fond, quand on réfléchit, c'est la conjonction de deux mutations fondamentales. La première, c'est au fond l'épuisement du modèle métropolitain classique, qui est hérité assez largement de la charte d'Athènes, comme vous le savez, avec la spécialisation de quartiers d'affaires, quartiers résidentiels, etc. Et d'ailleurs, l'outil émanant de cette vision, c'est ni plus ni moins que le PLU. Hein. Bon. Et donc, ce qu'on a constaté là, tous les citadins, tous les franciliens l'ont constaté, évidemment, à l'occasion de la crise sanitaire et des confinements, c'est qu'au fond, passer 2 heures et demie dans les transports publics chaque jour, c'est pas vivable, quoi. Voilà. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est effectivement une impétence réaffirmée, forte, désormais, sur le travail à distance, sur le commerce à distance, etc. Voilà. Le deuxième facteur de mutation, c'est effectivement la mutation technologique. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, peut-être que les gens commençaient déjà à être saturés des transports collectifs, mais il n'y avait pas les moyens d'éviter ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de moyens pour sortir de ce problème-là. La conséquence, c'est qu'effectivement, on est dans un cycle long de crise. Et d'après moi, quand on focalise exagérément sur la problématique, par exemple, des taux d'intérêt, on passe quand même en partie à côté du sujet. Parce que le sujet, c'est la transformation globale du modèle métropolitain. Et ça, c'est un cycle long. Un économiste dirait que c'est un cycle de Kondratiev qui peut durer, phase baissière, qui peut durer une vingtaine d'années. C'est ce qui s'est produit en France, au passage, on l'a oublié depuis longtemps, dans la période allant de 1873 à 1896. Hein, c'est ce qu'on appelait la longue stagnation. Bon, je passe là-dessus. Donc, crise globale et crise structurelle. Alors, aujourd'hui, quels sont finalement les principaux obstacles qui permettent de donner une dimension industrielle, finalement, à cette recomposition urbaine ?
qui est devant nous, et dont on a intérêt à sortir le plus rapidement possible, parce que sinon on va avoir de gros problèmes. J'y reviendrai en disant un mot sur les enjeux. Les obstacles principaux, c'est d'une part, dans le processus de transformation, le coût des intrants dans la transformation, c'est-à-dire les actifs qu'on va apporter destinés à être transformés. Quand j'ai commencé ma mission, sans que je demande quoi que ce soit, il y a un groupe d'investisseurs qui est venu me voir, basé en Suisse, qui était très intéressé par le sujet. Et ils m'ont apporté à l'époque 406 dossiers qu'ils avaient étudiés de près, de transformation d'actifs obsolètes, inutilisés à l'échelle nationale. Sur les 406, d'après leurs critères qui étaient quand même assez exigeants, tout à fait entre nous, en termes de rendement, il y en avait 25 qui passaient. Voilà. Parce que les attentes des vendeurs étaient excessivement élevées. 25 sur 406. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où on en est. Bon. Le fait que la valeur des actifs soit excessivement élevée, et on pourrait d'ailleurs étendre cette réflexion au foncier constructible, hein, tout à fait entre nous. D'abord, il y a des causes et ensuite il y a des effets. Les effets, c'est clair. Si vous voulez, c'est qu'en gros, on a une valeur des stocks d'actifs qui est décorrélée, finalement, s'agissant de l'accès à la propriété, de la réalité du pouvoir d'achat des ménages, et s'agissant des processus de transformation, du minimum de rendement acceptable en sortie des gens qui vont réinvestir sur ces projets. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. La seule solution, ça consiste à trouver les moyens d'envoyer des signaux au marché en disant il va falloir dévaloriser davantage, beaucoup plus, les actifs que vous voulez transformer. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Bon. Pourquoi d'ailleurs ces actifs sont-ils survalorisés? La raison finalement est assez simple, c'est que depuis 10 ans, pour des tas de raisons, il y a eu bien sûr la crise du confinement et la crise sanitaire, etc. Il y a eu ensuite la crise énergétique avec le conflit en Ukraine. Enfin, les banques centrales, et notamment le système européen de banque centrale qui passe par les banques nationales, a alimenté, si vous voulez, finalement, artificiellement, les liquidités disponibles avec ce que la Banque centrale appelait le quantitative easing. Voilà. Bon. Quand on regarde sur 10 ans, il faut accélérer. Bon, on va accélérer. Quand on regarde sur 10 ans, c'est 10 000 milliards d'euros qui ont été injectés. Tout ça, on les a retrouvés quelque part. On les a retrouvés dans les valorisations immobilières, on les a retrouvés en bourse, etc. Donc la seule manière de traiter le sujet, ça consiste à dire, eh bien, on va envoyer des signaux de la même manière qu'aujourd'hui les logements vacants sont surtaxés. Eh bien, après 2 ans, 3 ans de vacances à plus des 2/3 des surfaces disponibles, on regardera dans quelle mesure on va accroître la taxation sur les bureaux pour faire comprendre qu'il faut quand même faire quelque chose. Bon. Deuxièmement, quand vous regardez dans l'histoire 3 époques de restructuration urbaine fondamentale. Alors dans Paris, c'est évidemment les travaux d'Haussmann. D'une manière générale, sur l'ouest de la France, c'est les reconstructions d'après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a les villes nouvelles. Bon. Dans tous les cas de figure, vous avez un cycle qui est inébranlable, qui se renouvelle de manière systématique et qui est destruction de valeur, remembrement foncier, densification, recréation de valeur. Voilà. Alors, Haussmann, pour vous donner une idée, il a quand même démoli sur 30 000 bâtiments que comptait à l'époque la surface de Paris, qui était Paris de minimis, si j'ose dire. Il a démoli 18 000 sur 30 000. Et il en a reconstruit 30 000 à la place des 18 000. Et les charges foncières qu'il a cédées ensuite aux investisseurs étaient beaucoup plus élevées que le coût à la fois de la préemption et puis des aménagements qui avaient été réalisés. Donc il a recréé de la valeur comme ça. Quand on regarde la reconstruction d'après-guerre, elle s'est faite dans des conditions finalement qui n'étaient pas très différentes d'un point de vue économique. Bon. Voilà. Et les villes nouvelles, je passe sur la création des ZAD, etc. Je n'ai pas le temps de développer. Donc, conclusion, on n'échappera pas à ce cycle-là. Simplement, on est dans un tissu urbain dense et il faut le penser autrement. On ne peut pas penser, évidemment,
Je veux dire, on ne va pas refaire ce que les bombardiers américains avaient fait pendant la Seconde Guerre mondiale, ici ou là. Hein. Bon. Donc, le remembrement foncier, il passe par une autre approche qui consiste à dire, plutôt que d'étudier des opérations de transformation isolées, il faudra apprendre à constituer des bouquets d'opérations de 6, 8, 10, 12 opérations sur lesquelles on trouvera plus facilement l'équilibre. C'est ça le remembrement foncier, nouvelle méthode. Voilà. Dernier point. Lorsque on a un projet de transformation qui a été présenté par le propriétaire, qui veut se désengager des coûts et de l'absence finalement de perspective d'ensemble immobilier obsolète ou vacant, qui peuvent être très, très récents d'ailleurs, mais qui sont vacants de manière durable et presque irrévocable. Eh bien, lorsqu'un projet de transformation est déposé en mairie, en préfecture, on ne peut pas le laisser végéter pendant plus de, mettons, 2 ans, sans avoir des réponses, sans avoir réussi à trouver une négociation pour avoir un accord de transformation. Un exemple concret, nos amis anglais, qui n'ont pas que des qualités, mais qui n'ont pas non plus que des défauts, ils ont abordé ce sujet de manière très pragmatique, en disant un actif immobilier, il existe. Bon, il va bien falloir en faire quelque chose. On n'est pas, si vous voulez, dans la logique de l'artificialisation de champs de betteraves. On est dans, comme ça a été dit d'ailleurs, la reconstruction de la ville sur la ville. Et ça veut dire qu'à un moment donné, l'arbitrage ne se pose pas exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'au fond, un projet qui est déposé, qui ne reçoit pas de réponse, de possibilité d'adaptation, d'amélioration, etc., au cours des 2 années qui suivent, constat de carence. Il y a des collectivités qui font l'objet de constats de carence au titre de la production de logements sociaux. Et à partir de ce moment-là, et j'en ai souvent discuté notamment avec le préfet des Hauts-de-Seine, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut remonter un arbitrage au niveau préfectoral. Voilà. Je voulais souligner en conclusion, et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, mais dans les circonstances politiques actuelles, tout ça est quand même, comment dire, compliqué et presque décourageant. L'enjeu n'est pas mineur. Et c'est sans doute un des points faibles de tous les professionnels du milieu, l'immobilier, du bâtiment, etc., les promoteurs, etc., de penser uniquement à l'aune de leur métier et au fond à l'aune du champ d'activité qui est le leur, posé sur leur table devant eux. En réalité, les enjeux sont beaucoup plus globaux. Les enjeux sont beaucoup plus globaux, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'économie française, depuis maintenant 5 ans, et c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, connaît une baisse significative de productivité, de l'ordre de 5 à 6% d'ores et déjà. Bon. Quand vous êtes confronté au risque de voir, dans un premier temps, plusieurs dizaines de milliards d'euros d'actifs inutilisés ou sous-utilisés, et que cette perspective va passer de quelques dizaines à quelques centaines de milliards d'euros, il ne faut pas s'étonner si la combinaison des facteurs de production élémentaires n'est pas optimale. Voilà. Et souvent, je cite, pour conclure, une étude qui date des années 60, qui avait été réalisée par un économiste américain qui s'appelait Robert Solow, S-O-L-O-W, et qui portait sur l'origine de la croissance. Quels étaient les facteurs de croissance? Était arrivé à la conclusion, dans une économie industrielle qui était celle des années 60, que finalement, facteur travail, facteur capital, ça comptait pour 50%. Le reste, c'est ce qu'il appelait le résidu de Solow, et pour lui, c'était le progrès technique et c'était la formation des salariés. Dans une économie tertiarisée, qui est la nôtre, j'en termine, l'enjeu n'est pas uniquement celui du progrès technique et celui de la formation des salariés, c'est aussi l'enjeu de la qualité de l'urbanisme qui permet effectivement d'optimiser l'utilisation des moyens de production. J'ai terminé. Merci.